Alors bonjour à tous, je m'appelle Antoine Antonini, je suis chargé de projet au sein de l'association Énergie 2050 et aujourd'hui je suis avec le fondateur et président d'honneur de l'association, Stéphane Poufari, et nous allons faire un petit débat autour des activités de l'association Énergie 2050 en Afrique. Alors tout d'abord en termes d'introduction, Stéphane, est-ce que vous pourriez nous parler des objectifs sociaux de l'association Énergie 2050, nous faire un petit tour d'horizon de ce qu'est l'association ? Alors merci Antoine, bonjour à tous. Alors évidemment c'était un grand plaisir. On va faire ce petit débat, ce petit échange dans le cadre d'une publication pour nos partenaires et amis d'Afrique Environnement Plus, donc qui sont basés à Brazzaville. Et la vidéo sera accompagnée d'un petit article qui va publier dans le prochain numéro d'Afrique Environnement Plus. Alors effectivement c'est d'abord un plaisir de parler à nos amis africains, mais d'une manière générale à toutes les personnes concernées par le développement durable, d'Énergie 2050, de sa genèse et du pourquoi finalement aujourd'hui on est là en train de parler d'Énergie 2050 en Afrique. Alors Énergie 2050, c'est une aventure qui se veut et qui est citoyenne. Citoyenne parce que finalement chacun, quand on rentre à la maison, qu'on soit expert dans nos métiers respectifs, quels que soient d'ailleurs nos métiers, finalement on redevient des simples citoyens et finalement préoccupés par tous les grands enjeux qui sont auxquels nos sociétés sont confrontées. Alors on pourrait les lister très clairement, il y a le changement climatique, il y a les objectifs de développement durable, il y a la lutte contre la pauvreté, il y a le développement bas carbone des territoires. Donc il y a plein de thématiques mais qui finalement sont souvent abordées de manière extrêmement isolée, voire fragmenté. Et puis, il faut le dire, malgré le fait que tout le monde en parle, c'est un peu un sujet sur lequel beaucoup de gens se sentent soit démunis, soit finalement peu ou pas intéressés, soit alors toujours pensant, c'est finalement à l'autre de faire quelque chose pour que le monde change. Et donc, on a basé cette histoire sur finalement comment transformer notre impression de l'urgence à agir en réalité. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ce qu'on appelle la systémique du développement. Alors ça paraît un nom bien compliqué pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, mais en fait c'est vraiment très très simple. La systémique du développement, c'est tout bêtement prendre en compte l'intégralité des composants du développement à un moment donné. Donc regarder cette diversité, cette complexité, mais essayer de la voir avec des traits d'union. Donc quand on parle du bâtiment, on parle aussi finalement d'un mieux vivre, d'utiliser des ressources, d'être sobre en carbone, d'être sobre en ressources, d'avoir finalement un meilleur contexte de vie, une meilleure performance pour les entreprises qui développent ces équipements, ces bâtiments. Puis quand on parle du bâtiment, on parle de la ville. Et quand on parle de la ville, on devrait parler de l'eau. Vous voyez, donc ces nexus nous permettent finalement de regarder et d'essayer de simplifier la prise en compte de tous ces sujets-là, qui sont évidemment lourds, complexes parfois, mais qui, quand on les ramène à du bon sens, demandent une action concertée. Et c'est véritablement la base d'Énergie 2050 d'essayer de transformer tous ces défis en opportunités d'agir. Alors merci Stéphane pour ces quelques éclaircissements sur les activités d'Énergie 2050. Et je me permets de faire une petite parallèle. Donc au-delà des activités, comme vous le disiez justement, Énergie 2050 organise ses actions selon un axe qui se veut le plus horizontal possible, mais également vertical. Donc au-delà de la complexité des enjeux qui doivent être évidemment saisis par tous, c'est aussi une invitation à agir pour tous, c'est-à-dire du plus haut niveau évidemment, mais également jusqu'au niveau local, donc les citoyens. Et c'est un plaisir aujourd'hui donc de pouvoir s'exprimer à la plus grande majorité des gens, donc aussi des lecteurs, qu'ils soient experts, techniques ou bien citoyens, et de faire un petit décryptage de ces enjeux qui sont au cœur des activités d'Énergie 2050. Alors en quelques années de fonctionnement, on a pu constater que finalement un certain nombre d'activités d'Énergie 2050 se sont justement territorialisées en Afrique. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ? Est-ce que c'est un hasard de circonstances ou que pouvez-vous dire à ce propos ? Effectivement, alors déjà, je vais d'abord répondre bien sûr à la question, pourquoi l'Afrique est si chère à nos cœurs et pourquoi on est si présent et si actif en Afrique. Et puis après, je compléterai un petit peu justement cette verticalité, cette transversalité, parce que finalement, notre laboratoire pour montrer que c'est crédible et que c'est nécessaire, finalement, on l'a fait avec nos amis africains, toujours dans une logique de partenariat. Alors pourquoi l'Afrique ? Alors c'est pas pour dire parce que l'Afrique, non. L'Afrique d'abord il faut l'aimer et ça c'est important. Je pense que beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens y travaillent, beaucoup de gens font du travail, du partenariat, du commerce ou développent des projets, voire même des projets humains ou des projets tout simplement économiques. Mais peut-être aussi cette Afrique, faut la regarder avec un œil finalement assez, non pas attendri, mais avec une bienveillance réelle. Pourquoi ? Parce que l'Afrique finalement c'est la grande perdante du développement, c'est la grande perdante de ces dernières décennies. J'ai pas envie de remonter trop loin dans l'histoire, mais finalement, elle a peu ou pas profité de ce développement qu'ont connu d'autres sociétés. Elle a été quand même
relativement, il faut le dire, un peu spoliée de ses ressources dans un passé pas si lointain que ça, et peut-être même encore aujourd'hui. Et finalement, un peu, c'est la grande victime parce qu'elle a souvent une double, voire une triple peine. Alors, je prendrai l'exemple du climat, par exemple. Très clairement, l'Afrique, d'une manière générale, alors, bien sûr, il y a quelques pays qui ont plus d'émissions que d'autres, mais d'une manière générale, l'Afrique a peu, voire quasiment pas dans certains cas, pour certains pays, participer aux émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique, qui aujourd'hui est très préoccupant, vous le savez, puisqu'il en va de l'avenir même de l'humanité et de notre capacité à vivre bien collectivement sur Terre. Cette Afrique-là, aujourd'hui, c'est une des principales victimes de ce que l'on appelle les conséquences. Ça veut dire quoi? Les questions d'eau, les questions alimentaires, les questions de désertification, les questions de mobilité de personnel, les questions de développement économique, d'accès à l'énergie. Donc, finalement, cette Afrique se trouve souvent dans un processus de double peine, c'est qu'elle a peu ou pas participé à un problème, et puis finalement, elle se retrouve aussi très contrainte aujourd'hui parce qu'elle a besoin d'un développement, bien sûr, mais d'un développement bas carbone qui ne lui crée pas de nouvelles contraintes pour demain. Et puis ce développement aussi, finalement, il faut des moyens. Et comme souvent, l'Afrique, malheureusement, fait partie des pays où il y a beaucoup de pays sur le continent qui font partie des pays les moins avancés, se retrouve confronté à un défi finalement, d'accès à de la finance. Donc, vous voyez, donc souvent cette double voire triple peine est complexe. Et aujourd'hui, l'Afrique est encore plus, j'ai envie de dire, en urgence d'avoir un développement solidaire, soutenu, sobre en carbone et puis évidemment économe en ressources, parce que l'Afrique a aussi d'autres défis. Le défi aussi de la démographie, le défi de l'urbanisation. Je donnerai juste un chiffre pour que chacun puisse comprendre l'importance de ce que l'on dit. D'ici au milieu du siècle, on va avoir à peu près 2 milliards d'urbains au niveau africain. Alors, c'est une transition urbaine qui est juste colossale. Aucun pays, aucun continent dans le monde, donc de toute l'histoire de l'humanité, n'a connu une telle transition. Souvent, les gens pensent que la transition urbaine, c'est l'Asie, les grandes villes ou non. Oui, mais quand vous le traduisez très bêtement en Afrique, ça veut dire, en Afrique, nous allons avoir 40 000 nouveaux urbains par jour. D'ici à 2050, 40 000 nouveaux urbains. Alors, vous le traduisez en nombre de mètres carrés à construire, de bâtiments, en besoin d'assainissement, en besoin d'accès à des services de base, en besoin en énergie, en besoin en eau. Vous voyez bien que là, ça commence à être des défis colossaux. Et puis, si maintenant on rajoute encore, par exemple, sur cette question de territoire, le fait que souvent les villes se développent là où il y a de l'eau ou de la ressource agricole, vous voyez bien qu'il y a des compétitions. Alors, vous voyez, donc tout ça fait qu'on a une espèce de gros chantier permanent, l'Afrique, avec des urgences en termes de développement, une forte pression au niveau de la jeunesse, beaucoup de jeunes, et c'est un secteur extrêmement important, puisque évidemment vous savez que un jeune qui ne trouve pas de travail, c'est un jeune qui quelque part peut basculer dans plein de formes de situations très complexes, allant parfois même jusqu'à des extrémismes ou à des départs non voulus, parce que là aussi beaucoup de gens partent parce que quelque part ils n'arrivent pas à vivre chez eux, et je pense que beaucoup de gens aimeraient développer leur pays plutôt que de se retrouver n'importe où en train d'essayer de survivre dans des situations très complexes. Donc toute cette Afrique-là, finalement c'est pour ça aussi que non seulement on y est, mais aussi parce que finalement si on ne la regarde pas avec cette espèce d'attachement de notre grand petit frère, mettez tous les noms que vous voudrez, mais néanmoins avec cette bienveillance qui nous rappelle cette pluralité finalement de l'humanité dans laquelle on est, et cette fragilité de nos ressources partagées, finalement on ne la comprend pas. Et nous à Énergie 1050, non seulement parce qu'on a beaucoup de projets là-bas, que ce soit à des niveaux étatiques, des niveaux des villes ou des niveaux des acteurs non étatiques et ou privés, évidemment cette Afrique on y est bien parce qu'on se sent utile, et deuxièmement on pense que chaque projet réussi en Afrique, c'est finalement un gisement d'opportunités colossal. Et ce gisement-là, ne pas aujourd'hui l'utiliser, ne pas le creuser, ne pas l'accompagner, j'ai envie de dire, c'est presque une faute. Presque une faute parce qu'il y a de la détresse, il y a des gens qui souffrent, mais il y a aussi une innovation juste prodigieuse. Et donc c'est pour ça que nous, Énergie 1050, tous nos talents, toute notre expertise, tous nos partenaires internationaux et ou nationaux et ou d'ailleurs autres ONG, finalement on s'est retrouvés tous, presque, je n'ai pas envie de dire par hasard, mais par cœur, vous l'avez compris, mais un petit peu quand même par hasard, tous autour de l'Afrique pour l'accompagner sur cette trajectoire de développement qu'on lui souhaite le plus solidaire, sobre en carbone et évidemment sobre en ressources naturelles. Merci Stéphane. Effectivement, Énergie 2050, ce sont des projets qui se veulent être concrets, mais aussi duplicables, donc appliqués en l'occurrence à l'échelle territoriale de l'Afrique, mais qui veulent être des laboratoires pour une expansion réussie ailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des réalisations concrètes d'Énergie 2050 en Afrique ? Ouais.
Alors, avec grand plaisir. Alors, d'autant que ça va me permettre de répondre à la deuxième question, parce qu'on a parlé très vite d'Énergie 1050 pour ne pas passer trop de temps, même si dans la revue papier d'Afrique Environnement Plus, on mettra un peu plus d'éléments. Énergie 1050, j'ai oublié de dire au tout début, c'est quand même 60 nationalités aujourd'hui. On est une ONG totalement indépendante, pas avec de subventions publiques, donc véritablement indépendant. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on n'accueillerait pas avec bienveillance des subventions publiques, mais pour le coup, ça n'a pas été notre histoire. Et depuis 6 ans, on a marché sur une logique de projet, toujours dans une logique de partenariat. Et aujourd'hui, on a des projets conclus dans plus de 30 pays. Alors, l'exemple africain, il montre aussi cette verticalité, donc cette transversalité verticale dont parlait tout à l'heure Antoine, qui est quand même quelque part aussi une marque de fabrique d'Énergie 1050. Donc, vous l'avez compris, transversale dans toutes les thématiques sur lesquelles on travaille. Et là, on a évidemment beaucoup de références sur quasiment tous les sujets. Mais verticalité, et l'Afrique, finalement, c'est un très bon exemple, puisque prenons l'exemple des États, on a eu et on a la chance d'accompagner plusieurs gouvernements africains. Ça a été particulièrement fort dans le cadre de la préparation de l'accord de Paris. Vous vous souvenez, la conférence climat qui a donné lieu à cet accord universel, alors officiellement contraignant, mais néanmoins important, parce que marquant une transition dans le cadre des accords climat. Et là, Énergie 1050 a accompagné plusieurs pays, des pays d'ailleurs avec beaucoup de fierté pour nous, le Togo, le Sénégal et d'autres, dans le cadre d'ailleurs d'un soutien apporté par la France sur lequel Énergie 1050 faisait partie du consortium lauréat. Et on les a accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs contributions prévues, déterminées au niveau national. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'espèce de renversement global de tous ces grands accords internationaux, puisque maintenant on est dans un processus ascendant où c'est chaque État qui va expliquer qu'est-ce qu'il peut faire, quelles peuvent être ses contraintes, ses réalités dites nationales, et quelle est sa feuille de route ensuite pour essayer à la fois de participer au développement bas carbone de son pays, tout en créant finalement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc en contribuant à l'effort collectif. Donc là, Énergie 1050 a participé à la rédaction, on a soutenu, on a accompagné modestement, mais néanmoins de manière très active, et pendant plusieurs mois, en 2015, même pendant quasiment toute l'année, on a accompagné plusieurs pays dans leur CPDN. Dans le cadre des négociations climat aussi, par exemple, on accompagne d'autres États au niveau des négociations, c'est-à-dire quand les délégués se retrouvent dans des instances de préparation, que ce soit à Bonn, à Genève ou ailleurs, ou dans les grandes conférences climat, on est présent, on y travaille. On a aussi, par exemple, accompagné un pays à faire une requête au Fonds vert pour le climat. Donc c'est le fonds aujourd'hui qui est extrêmement important, puisque c'est la promesse des pays développés à mettre en disposition 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 et ensuite annuellement à l'attention des pays en développement. Donc l'Afrique et plus particulièrement les pays les moins avancés, évidemment, sont éligibles avec une composante adaptation et une composante atténuation. Donc ça, par exemple, c'est des sujets très globaux. Mais si on descend beaucoup plus bas, on a aussi par exemple des projets avec des territoires. On a accompagné plusieurs villes, on est toujours autour de villes et même de régions. On accompagne dans le cadre d'un consortium piloté par Azad Environnement au Maroc le plan climat territorial intégré d'Agadir. On a travaillé avec la région de Tanger, par exemple sur la Medcop Climat. On était dans le comité scientifique, on a fait énormément de publications sur l'état de la Méditerranée avec un lien sur l'Afrique, sur les régions, les territoires, ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Et puis alors là, sur ces questions d'accompagnement, on pourrait citer aussi la ville de Grand Bassam, sur lesquelles on travaille avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dans le cadre d'ailleurs d'une très belle initiative de la francophonie pour des villes durables, qui est très centrée sur l'Afrique. On travaille par exemple toujours, je descends un peu les échelons, avec CGLU Afrique. Donc là, c'est les gouvernements locaux unis d'Afrique, qui ont quand même été à la base des gouvernements locaux unis, qui regroupent actuellement les villes de quasiment les 3/4 de l'humanité, donc c'est quand même des acteurs majeurs. Et quand vous voyez bien qu'un acteur comme CGLU Afrique ou CGLU, bien évidemment, travaille sur la transition énergétique, travaille sur une formation pour accompagner les décideurs, les architectes, les urbanistes, vous voyez bien que quand nous, Énergie 1050, on est avec de tels partenaires et qu'on travaille sur nos métiers à mettre en œuvre des projets concrets, des programmes de formation, des programmes d'habitat durable, des programmes d'habitat sobre en carbone, de l'utilisation de ressources de matériaux locaux pour la construction, des bâtiments à énergie positive en Afrique, là vous voyez bien que le bouquet de projets, on a justement cette capacité dont vous parliez, qui est de démultiplier, parce que pour nous un projet doit être duplicable. Alors là par exemple je fais un petit zoom sur nos amis de CGLU Afrique, qui sont basés à Rabat, mais qui évidemment couvrent toute l'Afrique. Là on est en train de travailler sur, après avoir été avec eux dans le cadre de la déclaration de Cotonou, en préparation de la conférence de la COP22 de Marrakech fin d'année. Donc là on a travaillé avec eux sur la déclaration de Cotonou, qui était un plaidoyer pour donner plus de pouvoir et de légitimité aux villes africaines dans le cadre des négociations climat et de l'accès à la finance climat. Là, aujourd'hui, avec CGLU Afrique, on est en train de travailler sur comment faire un plaidoyer, comment faire des documents techniques à soumettre aux bailleurs pour qu'il puisse y avoir un guichet
pour l'accès à la finance verte, à la finance climat pour les villes africaines. Vous voyez, donc ça c'est extrêmement concret. Ça s'accompagne d'une série de publications. On pourra reparler après de guides à l'attention des gouvernements locaux, d'un portail pour les villes qu'on réalise avec la francophonie dans le cadre de Médiataire, un portail sur le développement durable. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un nouveau portail pour les villes et l'environnement construit. Donc, vous voyez, donc, on pourrait le continuer. Alors évidemment, après, on peut descendre jusque aux acteurs de la formation. On pourra faire un zoom tout à l'heure, Antoine, sur la formation qu'on fait au Togo avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Après, on pourra descendre encore sur des projets très concrets qu'on fait avec des acteurs économiques, comme la CCI Pointe-Noire, donc justement avec nos amis d'Afrique Environnement Plus aussi, Télécongo ou autres, et puis la CCI Pointe-Noire qui nous a accueillis depuis plusieurs années, avec qui on travaille sur le Green Business Forum. Donc on a des partenaires africains vraiment un peu partout. Et puis j'ai envie de terminer, alors pour ne pas être trop long, mais on complétera un peu par écrit. Par exemple, il y a aussi des réseaux, et je fais un petit zoom encore sur nos amis d'Afrique centrale, puisque là on est avec nos amis de Brazzaville. On a eu l'honneur et le plaisir de travailler avec le réseau des communicateurs environnementaux d'Afrique centrale. Alors nous évidemment on n'a pas de siège en Afrique centrale aujourd'hui. On a des établissements qui s'installent actuellement dans différents pays pour justement organiser ce réseau, lui donner vie, lui donner une envie, une appétence, une capacité technique et une expertise technique crédible pour que nos amis partenaires puissent aussi aller à courir vers du financement pour mettre en œuvre des projets. Là, par exemple, on a travaillé modestement, mais néanmoins très activement, à la création, à l'accompagnement de la création de ce réseau-là. Et ce réseau, si on regarde bien, c'est quand même un réseau prodigieux. C'est les 10 pays de la Comifac, de la CEMAC. Et tous ces pays-là, à un moment donné, ils ont décidé d'unir leurs forces pour qu'il y ait une culture de la communication environnementale. Et nos amis d'Afrique Environnement Plus, d'ailleurs, aujourd'hui, notre partenaire Raoul Siemeni en est le président, pour qu'à un moment donné, chacun puisse non pas simplement relayer de l'information, parce que ça tout le monde le fait, et tout à l'heure je le disais, c'est souvent un peu des sujets tarte à la crème, mais le faire avec du professionnalisme, avec du contenu, avec une compétence, avec une capacité d'accompagnement du projet, et puis surtout à fédérer, c'est aussi un des grands mots d'Énergie 2050, fédérer pour agir, parce qu'évidemment, seul nous, on n'a absolument aucun sens, quand même on aurait la meilleure compétence du monde, alors on espère en avoir une très bonne, mais néanmoins, soyons quand même modestes, et très clairement, nos amis, partenaires africains ou ailleurs, quand même ils auraient la meilleure compétence eux aussi, chacun a besoin de l'autre. Et Énergie 2050, c'est aussi cet exercice complexe mais permanent de la solidarité. On travaille toujours en équipe, et évidemment, vous l'avez compris, avec une foule de projets en Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans vraiment une grosse partie de nos projets se trouve en terre africaine. Voilà. Alors encore une fois, merci. Donc effectivement, pour rebondir sur l'ensemble de ces considérations qui peuvent sembler techniques, Énergie 2050, c'est un réseau d'experts, donc adossé à une réelle expertise technique, donc notamment pour ce qui est de l'exemple du climat, qui est finalement un exemple très révélateur de cette verticalité et transversalité des thématiques d'action d'Énergie 2050, mais également de l'expertise qui doit être prise en compte dans ce type de problématique. Et on parlait tout à l'heure notamment de la préparation des grandes conventions internationales que sont les conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc Énergie 2050 a eu le plaisir et la chance d'accompagner certains pays africains dans la préparation de leurs contributions prévues déterminées au niveau national. Et ces préparations vont au-delà de cet accompagnement technique, puisqu'elle vise aussi à former l'ensemble des négociateurs finalement associés à ces grandes problématiques. Et c'est depuis 3 ans que l'association a la chance, avec l'appui, puisque ce sont des publications francophones, donc de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, de réaliser les guides des négociations, justement des négociations climat. Donc cette année celle de Marrakech, l'année précédente celle de Paris, et puis l'année encore précédente celle de la COP20 à Lima. Et ces publications, donc très techniques, comme l'ensemble des sujets qui ont été abordés, se veulent également être accessibles à tous, puisque au-delà des États qui négocient, c'est bien de l'avenir du monde dont il est question, et aussi de ceux et de celles des populations qui vivent dans ces pays, qui négocient et qui ou du moins qui essayent de mettre en place des grands programmes d'action de développement durable pour les années à venir. Et donc, Énergie 2050, dans cette logique, a voulu retranscrire ces objectifs sociaux de transversalité avec des publications pour les citoyens. Donc, ces publications très techniques
ont été relayés avec, donc d'ailleurs au sein d'une collection qui a été lancée lors de la COP22, appelée les guides pour agir par Énergie 2050, des guides pour les citoyens, donc un premier notamment sur les négociations internationales sur le climat, avec aussi toute une explication de qu'est-ce que finalement le climat, puisqu'on parle de négociations internationales sur le climat qui est un sujet technique, mais le climat également est un sujet scientifique et très technique qui va au-delà de la science, mais bien à des enjeux quotidiens comme l'économie, mais également le social, le culturel aussi, puisque pour agir, il faut comprendre. Et c'est bien là un des objets et des objectifs des actions d'énergie 2050, de fédérer pour agir, mais également de faire en sorte que les enjeux les plus complexes puissent être saisis par tous pour susciter une envie d'agir. Et donc, au-delà de ça, il y a eu également un guide sur les objectifs de développement durable, de décryptage sur les enjeux du climat en Méditerranée, toujours avec des zooms sur les enjeux africains, puisqu'évidemment, ce sont parmi les premiers concernés par les effets néfastes du changement climatique, mais également qui auront besoin de comprendre l'ensemble des interactions qui aujourd'hui surgissent pour mettre en œuvre des projets concrets et qui soient les plus efficients possibles dans les années à venir. Alors, on parle des négociations internationales sur le climat et c'est un bon parallèle pour revenir sur une initiative qui a été lancée lors de la COP21 par l'association Énergie 2050 et qui s'appelle Eti-Carbone Afrique, donc, qui est une initiative internationale basée sur donc, le carbone, encore un autre sujet technique, et qui vise à contribuer à lancer une véritable révolution énergétique en Afrique. Sur ce sujet, je vais laisser Stéphane en dire un petit peu plus. Alors, je pense que c'est très important. Alors, vous l'avez compris, on vous invite très clairement à regarder un peu plus ce qu'on publie, notre site, notre chaîne YouTube ou autre. Et même si, évidemment, malheureusement, tout n'est pas encore sur le site, mais vous verrez, il est quand même assez riche. Aujourd'hui, il est en français parce qu'on l'a complètement refondu, mais sous peu, il sera aussi en anglais et puis dans d'autres langues. L'exemple des publications, c'est un très bon exemple que disait Antoine et qui va me permettre d'aller justement sur Eti-Carbone. En fait, chaque fois qu'on fait quelque chose de technique, on fait aussi un trait d'union avec quelque chose de, non pas technique, parce que ce serait maladroit d'opposer tout le temps technique et non technique, même si quelque part c'est quand même néanmoins important. Par exemple, ces sujets sont très sérieux. Mais néanmoins, quand on parle par exemple du bâtiment, quand on parle du carbone, à part ceux qui connaissent un peu le sujet, ils n'envoient pas le lien avec le lien social. Et nous, jamais 50, on s'est dit, non, le carbone aujourd'hui, même s'il y a une difficulté, sans rentrer dans la composante technique, évidemment, c'est complexe parce que c'est adossé à un système international. Certains pays ont des règles, d'autres n'en ont pas. Évidemment, donner une valeur au carbone, ça demande toute une chaîne de transparence, être capable de mesurer la réalité de ce que l'on fait, être capable de donner une valeur additionnelle dès lors que l'on fait quelque chose de plus vertueux pour la planète ou de plus vertueux pour du social, pour le citoyen. À un moment donné, nous on s'est dit, ouais, mais il faut quand même aller au-delà de ce discours. Et finalement, on a créé Eti-Carbone. Alors aujourd'hui, on le développe avec la Saber Abrec, qui est une structure panafricaine basée au Togo, à Lomé. Et donc c'est une idée d'énergie 2050. C'est un calculateur ancien qu'on avait fait dans un cadre international, mais on a du mal parce qu'on est une petite ONG, même si on a évidemment des gros projets. On a quand même une ONG qui, vous l'avez compris, qui a besoin de continuer encore sa croissance. Et donc quand on a développé Eti-Carbone Afrique, on s'est dit, voilà, on va travailler sur l'Afrique, mais on ne veut pas travailler comme le font la plupart des gens en disant, bon, on va réduire les émissions et donner une valeur simplement à la réduction. Ça, c'est bien. Donc on a regardé le plus près du périmètre de chaque utilisateur, d'où qu'il soit. Une entreprise, un citoyen, un voyage d'affaires, un événement, un établissement public, une ville, qui que vous soyez, on regarde le périmètre de vos émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, on a voulu, dans le cadre d'Eti-Carbone, donc on est véritablement au cœur de ce processus de comment en fait finalement parler, faire en sorte que chaque acteur puisse s'approprier finalement cette question technique à la base. Mais donc une fois qu'on a regardé le périmètre de nos émissions, bien évidemment, on va accompagner chacun des acteurs. Donc on a développé un calculateur pour ça, qui répond de toutes les méthodologies internationales ou autres. Mais évidemment, donc une fois que l'acteur il sait à peu près la réalité de ses émissions, on va l'inviter à réduire à la source. Donc ça c'est clair, c'est important. Mais deuxièmement, on va aussi l'amener à se poser de la question finalement d'une démarche de solidarité carbone. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement chaque fois
voit que moi, je peux réduire chez moi quelque part facilement une partie de mes émissions, pour d'autres, la réalité économique, sociale, technique, c'est plus complexe. Donc du coup, là, l'idée, c'est de donner une valeur éthique, donc éthique carbone, une valeur éthique au carbone, donc complètement déconnectée du prix du marché du carbone, et qui va permettre ensuite, une fois qu'on collecte cet argent sous forme de dons et ou d'achat de certificats d'émissions réduites, alors dit autrement, si vous êtes un citoyen, vous n'avez pas d'obligation de réduction. Donc évidemment, si vous voulez faire une action de soutien carbone, vous allez rentrer dans une démarche où vous allez faire un don pour avoir ensuite la traçabilité d'un projet que vous aurez accompagné. Par contre, si vous êtes une entreprise qui a une comptabilité carbone avec des rendus à faire, évidemment, vous allez être intéressé néanmoins, même si vous les payez plus cher, finalement, à acheter des certificats qui vont rentrer dans votre comptabilité. Alors là, Éthique Carbone Afrique est adossé à ces deux options. Et donc, cette valeur éthique que l'on donne au financement va permettre de donner des certificats de carbone donc réduits réellement, ce qu'on appelle du carbone certifié, mais aussi du carbone social. Et ce carbone social, c'est là où il y a la deuxième innovation. On ne veut pas simplement dire on va aller faire de la compensation. C'est un mot un peu vilain qui veut dire on va compenser ce que moi j'ai émis ici chez moi en faisant un projet un peu propre, un peu moins sale dans un pays du Sud. Ça pour nous, ça ne crée pas cette solidarité, ce lien qu'on doit avoir finalement entre chaque citoyen sur Terre. Donc là, on veut qu'une partie, voire même l'essentiel de l'argent collecté, serve à faire des projets d'adaptation. Et si on revient au début de cet échange, l'adaptation, c'est comment faire en sorte qu'une population vulnérable puisse mieux se développer, mieux résister à la contrainte climatique, tout en se créant les conditions d'un futur durable. Vous voyez, donc soutenable. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est une démarche totalement innovante et inédite. Et aujourd'hui, donc la Sabera Break fait partie de nos partenaires. Mais c'est aussi un processus qui intéresse énormément d'acteurs. D'ailleurs, nos amis de Congo-Brazza sont aussi intéressés. On l'a déjà présenté au Green Business Forum l'année dernière avec nos partenaires de la CCI Pointe-Noire. Et puis d'ailleurs, on en parle aussi aujourd'hui dans le cadre d'autres projets, puisqu'on a un projet avec Anda Tiers-Monde en Mauritanie, au Sénégal. Et là, l'idée paraît simple, mais vous allez voir qu'elle est assez géniale. C'est de créer des points de stockage froid pour la collecte du lait. Alors, c'est des populations vulnérables. Et si je vous dis que dans ces pays-là, on jette jusqu'à 16 millions de litres de lait par an, vous allez me dire c'est de la folie et que ces mêmes pays importent du lait en poudre ou du lait parce qu'ils n'en ont pas assez pour leurs propres besoins. Tout ça parce qu'il n'y a pas une chaîne de froid qui est capable de créer une filière économique derrière ce lait. Alors, vous voyez bien que là, c'est les doubles, triples peines dont je parlais tout à l'heure. On a des populations qui sont déjà fragiles, qui produisent pour autant et qui n'arrivent pas à valoriser économiquement. Alors là, notre rôle dans ce gros projet qui s'appelle Progress Lait, donc Mauritanie, Sénégal, c'est de justement travailler sur les outils carbone qui vont permettre de donner une valeur supplémentaire à ces initiatives pour que demain, quand le projet s'arrête, il puisse y avoir des processus de solidarité carbone, donc des processus de partenariat avec la diaspora, avec des entreprises, avec des citoyens, qui vont dire moi je veux soutenir telle communauté pour faire en sorte que ces investissements soient faisables, soit économiquement jouable, indépendamment des grands bailleurs, mais aussi dans ce principe de solidarité. Vous voyez, donc c'est typiquement ce type d'outils assez innovant pour le coup, parce qu'ils n'existent pas ailleurs, qu'on essaie de développer, qu'on met en œuvre. Alors, pas qu'en Afrique, on le fait aussi dans les pays les moins avancés insulaires, ce qu'on appelle les petits États insulaires en développement, mais très clairement, l'Afrique est véritablement pour nous ce gros laboratoire amical et bienveillant dans lesquels on pense que si on réussit dans des situations complexes de fragilité historique à transformer ces fatalités en possible succès, et finalement, on pense que ça peut aussi se développer ailleurs, dans des conditions parfois moins fragiles et peut-être, fort heureusement, mais néanmoins, par rapport à l'Afrique, des populations parfois qui ont plus de moyens à la base. Voilà. Alors merci Stéphane pour ces quelques éclaircissements, encore une fois. Au-delà des projets qui doivent être mis en place, évidemment, il y a de réels besoins en renforcement de capacité, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques-unes des actions d'Énergie 2050 dans ce domaine, notamment en termes de formation et d'autres expertises techniques apportées par l'association? Alors, c'est aussi une très bonne question et je pense que ça intéressera nos amis lecteurs d'Afrique Environnement Plus. Très clairement, l'exemple d'Afrique Environnement Plus, c'est un partenariat qui est fait pour passer de l'information, pour transférer. Dans le numéro là que vous allez lire, on a fait une contribution pour réfléchir sur le fonds bleu qui a été annoncé à la COP22 par le président du Congo-Brazza. Et donc très clairement, là on va un peu plus loin et on réfléchit à ce que pourrait être une gestion intégrée au niveau des ressources naturelles. Et deuxième exemple, tout à l'heure je parlais des réseaux des communicateurs. Par exemple, on a eu aussi un très beau partenariat avec Télé Congo pendant la COP22.
Donc on les a hébergés, Énergie 2050 était très présente à la COP22, on a fait plus d'une 50aine d'événements dans la zone société civile, dans la zone dite accréditée, donc là où il y a les négociations, la zone bleue, l'autre étant la zone verte. Et là dans ce cadre-là, par exemple avec les Congo, on a fait énormément d'interviews, on leur a donné une partie de notre stand qui nous avait été offert par le Royaume du Maroc, tout ça pour montrer que finalement communiquer c'est important. Antoine parlait tout à l'heure des publications, on pourrait les citer à l'infini, on travaille beaucoup avec nos amis de la francophonie, qui pour nous sont un acteur et aussi un pilier fondamental de cette capacité à mobiliser autour des grands enjeux. Par exemple, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, tout à l'heure Antoine le disait, organe subsidiaire de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, est un partenaire privilégié avec qui on a déjà eu énormément d'actions. D'ailleurs aussi, pour revenir, on avait eu une réunion à Brazzaville, il y a quelque temps avec les parlementaires francophones sur le climat. C'était de mémoire en 2014, on avait eu ça, et donc on avait réuni tous les parlementaires francophones, entre autres africains, pour discuter sur ces questions. Vous voyez, donc tous ces partenariats, toujours, c'est pour pas simplement passer la bonne parole, parce que les gens n'ont pas toujours besoin de nous, ils peuvent aussi avoir accès à l'info, mais une parole qui est cette fois-ci dirigée, orientée sur l'action, orientée sur des partenariats et des relais capables de ensuite mettre en œuvre. Donc des publications, des conférences, je viens d'en citer quelques-unes et je pourrais en citer à l'infini. Mais l'exemple de la formation est aussi très important, et si on fait le trait d'union avec justement le fond bleu, on voit qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent en Afrique et ailleurs. Il y a aussi, par exemple, des processus d'assurance. On commence à assurer le risque climatique, ce qui fait que ça diminue une certaine composante d'aide au développement. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais avec des bailleurs qui commencent à se concentrer sur payer des primes pour accompagner, justement, quand il y a des situations de grande vulnérabilité et quand il y a des populations en souffrance avec des aléas climatiques qui peuvent être d'ailleurs liées à l'alimentation. Une grande sécheresse fait que, évidemment, vous avez une crise humanitaire, une crise sanitaire, et on a ça des fois dans des zones de survulnérabilité, dans le nord du Niger par exemple, déjà des zones vulnérables avec des problèmes d'alimentation et d'accès à l'eau. Là en plus maintenant avec toutes les populations, les conflits qui viennent dans ces zones-là, vous voyez bien qu'on suradditionne une problématique qui est déjà très exacerbée, et là finalement on rend ces endroits, ces territoires extrêmement vulnérables. Alors dans l'exemple justement de la formation, on pourrait là aussi citer énormément d'actions, mais je crois qu'il faudrait des heures d'interview sur nos activités en Afrique pour en faire le tour, puisqu'on a eu des programmes de formation au Burundi, on a eu des programmes de formation en Côte d'Ivoire, on en a eu au Togo, au Sénégal ou ailleurs. Je vais faire un petit zoom juste sur une formation qui nous paraît à nous, alors sur laquelle on est attaché, parce que c'est un de nos bébés qu'on a fait avec nos amis de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dans le cadre de l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Et cette formation se trouve au Togo, basée dans l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Alors c'est une école régionale qui couvre plus de 14 pays africains et qui a 3 formations initiales sur l'architecte, sur l'urbaniste et sur la gestion urbaine. Et là, vous voyez qu'en général, c'est des populations qui ne se parlent pas trop. Et puis aussi, il y a toute une complexité territoriale dont je ne pourrais pas parler ici aujourd'hui. Mais en Afrique, la question de la transition énergétique dans l'environnement construit, c'est un enjeu majeur. Je le disais tout à l'heure avec des chiffres, on a un problème d'accès, de pauvreté énergétique en Afrique. Et on voit bien que chaque fois qu'on construit quelque chose, chaque fois qu'on fait un aménagement, on joue dans un échiquier énergétique complexe. Alors là, par exemple, si on regarde cette formation, elle a été créée il y a plus de 5 ans. Et d'ailleurs, dans 15 jours, il y aura la 5e session régionale d'une formation qui a été mise en place par 3 partenaires. Donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, je l'ai dit, l'EAMO, l'école africaine, et Énergie 2050, rejointe ensuite par ONU Habitat. Donc on est tous très fiers de ces beaux partenariats. Et là, l'idée, cette formation est vraiment très intéressante parce qu'on a mélangé les 3 groupes d'acteurs qui finalement se parlent peu. Parce que l'architecte, lui, il dessine, mais finalement, il dessine un bâtiment qui va être intégré dans un paysage urbain. Alors, même s'il y a des architectes extrêmement éveillés, concernés, souvent on le voit, et je pense que nos amis africains le verront et le voient tout le temps dans leur quotidien, on construit souvent des bâtiments selon nos règles à nous, pays, alors que ce n'est pas adapté dans les pays dits tropicaux ou africains. Et là, très clairement, c'est juste absurde, ou même dans les pays sahéliens ou autres. Donc là, on a mis en place une formation qui mélange les 3 professions, architecte, gestionnaire urbain et urbaniste. Et là, pendant 4 mois, on a ces populations d'acteurs, donc des gens qui sont, là c'est la formation dite continue, qui vont travailler ensemble sur la transition énergétique dans l'environnement construit. Alors il y a une semaine présentielle où on a une trentaine de personnes qui viennent d'une quinzaine de pays, on l'a dit, et ces gens-là à la fois ont un projet professionnel,
Donc c'est des architectes, des urbanistes, des gestionnaires urbains, mais on va leur parler de la transition énergétique, on va leur parler du changement climatique, on va leur parler de comment transformer leur mode de construction, d'organisation, et peut-être même de conception et de vision de la ville. On n'est pas en train de leur dire faites quelque chose qui n'a pas de sens, ça n'est que de créer de la performance économique, sociale et environnementale. On crée de la richesse en faisant ça. C'est-à-dire à la base de quasiment tous les projets d'énergie 2050, on n'est pas en train de parler d'un monde d'austérité, au contraire. Cette innovation permanente qu'on essaie de mettre en place crée de la richesse. Et je vais vous en donner un exemple. Donc ces architectes, urbanistes, gestionnaires urbains, une fois qu'ils ont fini la semaine présentielle, rentrent chez eux avec leurs projets. Évidemment, on leur a aidé, on a accompagné la maturation finalement de ces projets. Et quand ils rentrent chez eux, pendant 4 mois, ils bénéficient d'un accompagnement, d'un travail à distance en groupe. Et ce travail à distance permet que finalement, ils mettent en œuvre leurs projets dans leur pays. Et ils reviennent ensuite, 4 mois après, dans une deuxième semaine présentielle où on recouvre l'équipe pédagogique. Et là, on travaille sur leur projet. On peaufine, on vérifie, on valide, on va plus loin, on mélange, on remet de la systémique. On travaille sur cette transversalité dont on a parlé. Et bien finalement, on se retrouve au bout de 5 ans avec un bouquet de projets qui ont émergé ici et ailleurs, et des projets qui, comme je le disais, créent de la valeur. Et peut-être que ce sera un petit clin d'œil pour montrer la logique de tout ça, et on pourrait après parler des besoins en formation sur le Fonds bleu, sur l'innovation en Afrique, sur l'entrepreneuriat, sur cette jeunesse qui a besoin d'être capable de monter des projets qui ont un sens, mais qui vont créer aussi de la richesse, de l'emploi. Ça, c'est un sujet majeur en Afrique. Là, si vous voulez, on pourrait dire que, prenons l'exemple d'un bâtiment. Si aujourd'hui, je construis mal un bâtiment, je viens de créer un boulet. Un boulet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne qui y vit, elle sera dans l'inconfort thermique. Mais elle aura une double peine, parce qu'elle va devoir payer finalement soit du rafraîchissement, soit elle va devoir de la ventilation, des besoins électriques, mais elle aura toujours cet inconfort dans une maison humide. Là, on va lui créer un bâtiment qui sera sobre en énergie, mais qui va lui créer du confort et moins consommer et permettre de dévier des besoins en énergie sur d'autres besoins urgents, primaires, essentiels à des populations souvent qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc vous voyez que là, on est en train de travailler vraiment sur des coûts-bénéfices qui vont au-delà du bâtiment, tout en travaillant sur le bâtiment, sur l'îlot, sur la ville, sur le quartier, sur le territoire. Et toute cette logique-là, on la met en œuvre avec énormément de partenaires. Et le dernier petit clin d'œil pour mes amis de Brazzaville, aujourd'hui, on travaille avec une association qui s'appelle COV, mais on en a d'autres aussi avec qui on travaille à Brazzaville ou ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, on travaille pour un décryptage des négociations à l'attention de la société civile sur 5 pays de la zone, dont le Rwanda, le Burundi et d'autres. Et là, l'idée, c'est de créer, non pas des coalitions d'acteurs, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais de renforcer les liens et que les gens, dans leurs métiers respectifs, par exemple jeunesse, par exemple emploi vert, par exemple innovation, puissent finalement bénéficier des leviers d'action qui sont parfois sur d'autres thématiques qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne prenaient pas en compte. Et l'idée, c'est d'organiser des espèces de clusters d'innovateurs africains, avec Énergie 2050, mais toujours nos partenaires, on est toujours en partenariat, pour que finalement notre compréhension et leur compréhension de nos partenaires des réalités africaines, parce qu'on a beau, mais on a cette, vous l'avez bien compris, cette espèce d'appétence africaine, puisqu'on se sent africain dans l'âme, et qu'on a tous fait des tonnes de projets des années durant, et qu'on a beaucoup de membres africains, mais la réalité africaine d'une petite ville au nord du Congo, très clairement, c'est pas notre quotidien. Donc on a besoin de travailler avec ces associations, avec ces acteurs économiques pour que nos réalités à nous, de nos mécanismes projets, de notre compréhension de comment les accompagner, puissent répondre à leurs préoccupations et que nous on comprenne leurs préoccupations pour qu'on prenne aussi ces préoccupations dans les grands projets comme en œuvre dans le cadre des appels d'offres européens ou autres. Donc oui, cette complémentarité, bien sûr, trouve sa place dans la formation professionnelle, l'accompagnement aux États, l'accompagnement aux autres ONG, mais aussi aux acteurs économiques, aux conseils, aux stratégies d'entreprise, aux stratégies carbone, tout ça pour finalement créer ce grand puzzle qui est la base d'Énergie 2050 et qui fait qu'à un moment donné, notre espèce de vision de rêve humaniste d'un développement partagé, pour nous, ce n'est pas simplement une vision et un rêve, c'est tout simplement une réalité économique, une réalité sociale, un bon sens environnemental et j'ai envie de dire une urgence de solidarité mondiale. Alors vous l'aurez compris, comme le disait très justement Stéphane, cette transversalité, mais également ces domaines d'expertise multiples à prendre en compte, plaident forcément pour une humilité qui se veut également au cœur des actions d'Énergie 2050. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous travaillons toujours en partenariat lorsque des projets sont montés, puisque chacun à notre tour pouvons devenir experts d'une thématique, voire de plusieurs. Et c'est bien en associant les idées que des laboratoires concrets peuvent être mis en place. Et donc, au-delà des formations, également la transmission du savoir,
Peut-être quelques derniers mots pour mettre un lien entre Énergie 2050 et Afrique Environnement Plus, finalement, qui fait l'objet de cette... C'est très intéressant. Alors, je pense que les lecteurs d'Énergie d'Afrique Environnement Plus l'auront vu. On accompagne nos amis d'Afrique Environnement Plus depuis pas mal d'années. Bon, il y a eu d'autres revues africaines avec qui on a travaillé, bien sûr, l'Équatorial, Longitude, et on pourrait en citer aussi à l'infini. Là, j'ai fait juste un petit zoom sur l'Afrique centrale. Mais évidemment, on n'arrête pas de publier, et ça fait partie des choses qu'on fait avec toujours un grand plaisir. Mais j'ai envie de dire, ce partenariat, il est né à Durban. Donc, à Durban, on s'est croisés. C'était une des rares prises de parole francophones. Alors, évidemment, nous, on travaille dans plusieurs langues. On travaille en anglais, dans notre réseau en espagnol, en arabe, en tout ce que l'on veut, même en langue malgache ou autre. Donc, évidemment, nos projets se déclinent dans la réalité des pays là où on est. Mais du coup, là, le fondateur de l'Afrique Environnement Plus était venu me voir, il pensait, tiens, et puis depuis on a commencé à mettre en place ce principe de coécriture, de partage dans des événements, de partage dans des conférences d'ailleurs. Ils étaient venus à des conférences qu'on avait organisées en amont de la COP21 à Nice pendant une semaine sur l'environnement construit, aussi bien évidemment à Paris ou ailleurs, et puis on se croise régulièrement dans des grandes instances internationales, dès lors qu'on parle, que ce soit le partenariat pour les forêts du bassin du Congo ou ailleurs, on se croise régulièrement, et là du coup tout le temps on fait ce trait d'union. Et puis j'ai envie de dire, juste pour finir, un petit clin d'œil sur le citoyen, et puis finalement ça a été aussi relayé par Afrique Environnement Plus. Vous avez derrière 2 exemples de création artistique d'une exposition qui s'appelle, qui a été lancée par Arts Planet by Energy 2050 et qu'on a lancé après avoir fait plusieurs années durant un travail sur une initiative mondiale qu'on a lancée, je crois que ça devait être en 2011 ou 2012, qui s'appelait Agite ta Terre et qui en est maintenant à sa 6e édition et qui est le partage pour le citoyen acteur finalement d'une réalité, sa réalité dans un cadre plus large de la réalité du chacun. Et donc en 2015, on avait fait un concours mondial qui s'appelait Mon climat aujourd'hui, mon climat dans 20 ans et moi. Donc là, chacun comprend bien qu'on parlait de soi, comment on se voyait aujourd'hui dans cette réalité d'un monde sous contrainte climatique. Et à l'occasion de la COP22, on a fait une exposition, d'ailleurs qui a été sur le pavillon de la francophonie, sur le pavillon suisse aussi, sur le pavillon d'Énergie 1050 bien sûr, et sur différents pavillons. On a fait une exposition qui était notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans et nous. Et nos amis d'Afrique Environnement Plus ou de Télé Congo ont relayé cette information dans leurs colonnes ou sur leurs médias. Voilà, pour montrer qu'on n'est pas simplement sur du technique, du passage de relais, on est aussi sur de l'émotion, parce que pour nous, l'art et l'implication citoyenne font partie de cette grande transition. Et on voit bien que quand on se sent concerné, qu'on réalise que finalement, même l'artiste est un acteur engagé de cette transition, on voit que le puzzle, ce puzzle en tridimension dont on parlait depuis le début, devient une réalité. Et donc voilà, donc tous ces partenariats, vous voyez bien qu'il y a un sens, c'est créer du trait d'union et créer chez chacun cette envie d'agir, mais j'ai envie de dire plutôt que simplement une envie d'agir, cette capacité à agir, et enfin cet impératif à agir, parce qu'on en comprend l'intégralité des tenants et des aboutissants. Voilà. Bien, merci beaucoup, et en espérant que cela ait pu aider les lecteurs à comprendre les activités d'Énergie 2050 en terre africaine, et à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup.